Bonjour Tuan. Bonjour Pascal. Nous vous recevons aujourd'hui pour cette escale du livre un peu particulière, cette escale confinée d'une certaine manière, virtuelle, mais qui sera tout aussi intéressante pour nos amis lecteurs et lectrices. Et nous vous recevons pour cet ouvrage que vous publiez aux éditions Rive Neuve, Lettres à Mina, qui ont été traduites, je le dis tout de suite, par Yves Bouillet, avec lequel vous avez une grande habitude de travailler. Exact. Alors, Tuan, vous avez suivi des études à Moscou. Je me suis permise avant cet entretien de vous demander lesquelles, même si j'avais une vague idée de la réponse, et vous m'avez confirmé que c'était des études de lettres anglaises et russes. Et avant de vous installer donc à Paris, et désormais, depuis maintenant une vingtaine d'années, vous partagez votre temps entre Hanoï, New York et Berlin. Vous avez été distingué, entre autres, par le prix de l'Union des écrivains du Vietnam en 2008 et la bourse de la création du Centre national du livre en France en 2013. Vous avez deux métiers, en fait. Vous êtes autrice, mais vous êtes également traductrice. Et vous ne traduisez pas n'importe qui, puisque vous traduisez Sartre, Houellebecq, Modiano, autant dire que des très très grands. Et vous publiez donc chez Rive Neuve et au Seuil également. Pour information et pour nos auditeurs, nos auditrices, vous avez publié Un hiver bien tranquille à Saïgon en 2017 chez Rive Neuve, qui a été interdit au Vietnam. C'est peut-être un sujet sur lequel, bien que ce ne soit pas le sujet de cet entretien, nous reviendrons un tout petit peu, puisque quand même votre propos est politique. Alors, j'ai relevé une citation vous concernant qui dit « Tuan, une des romancières les plus captivantes de la littérature vietnamienne contemporaine, publie un bijou de drôlerie, du Modiano sous gaz hilarant, avec nouilles saveur crevette, c'est très important, qui navigue entre Kaboul, Piatigorsk, on dit comme ça ? Oui. Piatigorsk. Alors, pour information, là aussi, je suis allée regarder. C'est donc une ville qui est située au sud de la Russie, exact. Au pied du Caucase. Exact. Voilà, qui a l'air d'ailleurs très belle. Oui. Qui a l'air d'être une très belle ville. Et Pigalle, puisque votre narratrice habite aussi Pigalle. Voilà, fin de citation. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous-même, Tuan, vous définiriez, et je reviendrai ensuite sur d'autres points, vous qualifieriez votre texte? Parce que ce sont des lettres que la narratrice envoie à Mina, ce sont des extraits, enfin des articles de journaux que vous citez, et pas des moindres, Le Monde, l'AFP, etc. C'est un personnage féminin, Pema, qui est elle, qui vit à Saïgon et qui envoie des lettres à son amoureux qui lui est parti pour Kaboul, tandis que la narratrice qui écrit à Mina, dont on ne sait pas d'ailleurs, Mina, si elle recevra ou pas ces lettres, elle a quitté Piatigorsk, où la narratrice a partagé une chambre avec elle pendant leurs études, pour aller à Kaboul. Donc il y a une espèce de mise en abîme dans votre récit, et il n'y a pas que ça. Alors, ma première question, c'est comment qualifieriez-vous votre texte? Roman, récit, objet littéraire non identifié? Je pense que c'est le mélange entre journal intime et roman épistolaire. Oui. Mais c'est vrai que la narratrice écrit beaucoup de lettres, mais ce sont des lettres qui s'adressent à uniquement une personne. Mm-hmm. Et dès le début, je crois qu'elle savait que ces lettres-là ne seront pas envoyées. Voilà. Donc, ça devient une sorte de journal intime. Voilà, c'est en ce sens. Parce qu'en fait, la narratrice s'adresse à Mina, mais en fait, elle s'adresse à elle-même. Elle-même, oui. Et alors, ça m'amène à une question que je n'avais pas prévue, mais est-ce qu'elle existe, Mina? Oui, oui. Elle existe. Elle existe. C'est une vraie camarade avec qui j'ai partagé mon logement étudiant pendant 4 ans même.
Voilà. Donc ça, c'est une part. Alors ça entraîne également une remarque, c'est que effectivement, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que dans votre roman épistolaire, il y a une part autobiographique. Oui, ouais. Vous vous mettez. En fait, la narratrice. Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est vous? En partie. En partie. En partie. En partie. Oui. Mais En effectivement, cette partie, ça ne peut pas s'inventer de vivre à Piatigorsk. Il faut y avoir vécu pour en parler, non? C'est ça, oui. Il faut connaître, Oui. cette vie très particulière. Et comment se fait-il que vous ayez, ou que la narratrice se soit retrouvée dans cette ville-là, Piatigorsk, et avec cette jeune fille-là? Vous voyez, après mon baccalauréat, j'ai été sélectionnée par le gouvernement vietnamien pour être envoyée faire les études en Union soviétique. À l'époque, on était comme, on peut dire maintenant, les grains rouges, vous voyez, du parti. C'est ce que vous dites, voilà. Oui. On serait là pour être formés, pour revenir construire le socialisme dans notre pays natal. Dans votre pays natal. Voilà. Et Mina, c'est pareil. Je crois à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est la guerre civile en Afghanistan. Tout à fait, bien sûr. Donc l'armée soviétique a été impliquée très dedans, présente. Très présente. Oui. Et je crois Mina fait partie des jeunes qui étaient proches de l'Union soviétique. Et c'est pour ça qu'elle était envoyée aussi, comme moi, en Union soviétique pour être formée. Alors, si on pousse la curiosité, oui. Est-ce qu'on peut vous demander si c'était pour espionner? Là, je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Oui. De toute façon, pas dans mon cas, pardon. Mais je pense que parmi mes camarades, il y en a qui ont travaillé pour l'ambassade, sans doute. Oui. Vous étiez vraiment envoyé pour étudier, pour vous adapter, vous imbiber, j'ai presque envie de dire, de la culture socialiste soviétique, exact. Et de l'apprécier et, si possible, de la ramener rapporter dans votre pays. Exact. Ouais. C'est ça, ouais. c'est ça. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Donc, roman épistolaire. Alors, j'ai une autre question, c'est parce que j'ai pensé à Marguerite Duras en vous lisant, quand elle nous explique, dans son merveilleux essai, Écrire, où elle explique que le livre s'écrit pendant que l'autrice ou l'auteur écrit le livre. Il est autonome, le livre aussi. C'est vrai qu'on le sait bien, qu'il nous emmène parfois là où on ne savait même pas qu'on allait aller. Donc, ma question est-ce que votre lettre à Mina est également une variation sur l'écriture, sur la narration, sur la création littéraire? Oui. Je pense que dans tous mes livres, j'essaye d'expliquer au lecteur comment j'écris. Parce que dans mon écriture, c'est la forme qui m'intéresse. Avant de commencer chaque manuscrit, je pense, ma première question, c'est que il faut que je trouve une forme pour ce nouveau manuscrit. J'ai l'impression que tout le monde connaît les mêmes histoires, mais seulement les écrivains qui seront préoccupés par la question comment les raconter. Donc vous êtes plus intéressé par la comment forme. J'écris, plutôt que ce que j'écris. Exact. La forme plus que le fond. Voilà. Et tous mes livres sont différents l'un de l'autre, premièrement à partir de leur forme. Par exemple, Chinatown, mon premier roman publié en France, c'est un roman sans chapitre ni paragraphe. C'est d'un seul coup. Oui, absolument. Voilà. Et Lettre à Mina, c'est une sorte entre roman épistolaire et journal intime, comme je viens de vous expliquer. Ou sinon, Un avril bien tranquille à second, c'est un roman qui commence chacun de ces chapitres
par un morceau d'un grand poème que j'ai composé. Et dans ce roman, on trouve des milliers de 4 chiffres, de chiffres 4, pardon. En effet, tous les chiffres qui y figurent sont des 4. Et alors, comment faites-vous pour décider, avant l'écriture du manuscrit, de la forme que vous allez... Est-ce que néanmoins, c'est ce que vous avez envie de raconter qui guide la forme, ou est-ce que c'est d'abord parce que vous pensez à une forme que vous écrivez le manuscrit? Je pense que déjà la forme. Et puis l'histoire intervient et je modifie, parce que de toute façon, la forme, j'ai juste on peut dire, une idée essentielle au début. Mais après, il faut que ça, les deux, ils vont correspondre. Voilà, il faut que ça aille ensemble. Voilà. Oui. Mais donc, tous les deux sont très flexibles. Je suis là pour modifier, pour changer, pour que ça soit... voilà. Pour modifier la forme en fonction du fond et pour modifier le fond pour l'adapter à la forme. Exact. Oui. Alors, je disais tout à l'heure, c'est très intéressant parce que dans ce roman précisément, enfin dans ce roman épistolaire, vous faites aussi le choix de faire intervenir le réel. C'est-à-dire quand vous, par exemple, à propos de l'Afghanistan, vous nous donnez à lire des articles de journaux, et je vous avoue que je suis allée regarder qu'il s'agissait bien de véritables articles, parce que vous auriez pu aussi, en tant que romancière, décider d'inventer des articles. Pas du tout. Et d'ailleurs, vous remerciez les journalistes à la fin de votre ouvrage. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené, quand même là, dans ce récit précis, à cette particularité d'insérer aussi brutalement, au sens non péjoratif du terme, c'est-à-dire que tout d'un coup le récit claque, est coupé et un article arrive. Qu'est-ce qui vous a amené à cette forme-là? Parce que vraiment, j'espère que nos lecteurs ont déjà très envie de vous lire, parce que vraiment c'est très étonnant et c'est passionnant. Oh, c'est juste pour couper la monotonie. Voilà. Oui. Ça vous paraissait monotone Oui, j'ai l'impression que si on, vous voyez, s'il n'y a que des lettres, ce sera monotone. Donc j'essaie de... Et surtout, je n'ai pas besoin... Je pense que si les journalistes peuvent dire quelque chose pour moi, je n'ai pas besoin de répéter la même chose. De le dire. Voilà, oui. de ça, le redire. C'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Et justement, il y a une chose qui me vient concernant Pema. Oui. Pema, c'est un de vos personnages, c'est une de vos grandes amies, elle est à Saïgon. Et alors, je vais essayer d'être claire. Pema est à Saïgon et elle écrit à son amant, dont elle est très 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 amoureuse, qui est parti pour Kaboul. La narratrice écrit à Mina, qui est à Kaboul. Donc là aussi, il y a une espèce de mise en abîme. Hein, et or, ces personnages ne vont pas se croiser. On pourrait imaginer qu'à un moment donné, ils vont se croiser. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si Mina se trouve vraiment à Kaboul. Oui. Vous savez qu'elle y est partie, mais vous ne savez pas si elle y est toujours. Ça. Et ça, vous ne le saurez jamais. Non. Bon. Je dis comme dans la dernière lettre, je dis comme si je lance une bouteille dans la mer. Oui. Et peut-être un jour, elle l'ira et puis voilà. et elle réapparaîtra. C'est ça. Oui, parce qu'elle a été très importante, Mina, dans votre vie. Vous avez partagé plus qu'une chambre. Vous avez partagé une amitié immense, une complicité. Et vous parliez quelle langue toutes les deux ensemble? L'anglais? Non, le russe. Ah, le russe, mais oui. Le russe, oui, vous parliez le russe. Très bien. Et est-ce que vous écrivez... Non, vous n'écrivez pas en russe, mais vous ne traduisez pas le russe non plus aujourd'hui? Non. Donc malheureusement. Malheureusement, vous aimeriez traduire le russe aujourd'hui? Peut-être. Du russe vers le vietnamien? Vers le vietnamien, oui. Alors pour nous Français, je ne sais pas si je suis la seule à penser ça, mais c'est assez fascinant parce que ce sont deux langues très particulières, si je peux me permettre cette expression, très exotiques. Et on imagine le russe vers le russe, à l'époque,
Le français était ma première langue étrangère. Parce Oui. que j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 8 ans, mais à la maison. Parce Oui. que mon père voulait que j'apprenne le français. Mais c'est le russe qui est notre première langue étrangère obligatoire à l'école, à l'époque. D'accord. Donc, D'accord. je commençais à apprendre aussi assez jeune le russe. Et puis, voilà, donc l'anglais qui vient plus tard. Qui vient plus tard. Et est-ce que ça veut dire qu'au Vietnam, il y a beaucoup de jeunes, enfin de Vietnamiens qui parlent le russe? Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah oui. Plus cette génération-là. Moins. Voilà. Mais avant, ma génération, oui, il y en a beaucoup. Et surtout les quatre, les grands quatre, les quatre supérieurs, voilà. Oui. Alors qu'est-ce que c'est les 4 supérieurs? Je veux dire, les ministres, ils sont tous formés. Ils étaient tous formés là-bas. Ah oui, Ouais. oui. C'est Ah ça. oui, les 4 premiers du gouvernement, vous voulez C'est dire ça, de la... oui. Oui, je comprends. Alors, il y a une chose qui m'a intriguée dans votre livre, Oui. c'est que la narratrice donc écrit à Mina de façon chronologique entre le 19 octobre et le 2 novembre 2017. Mais entre le 25 octobre et le 27, c'est-à-dire sur 2 jours, viennent se glisser 3 lettres écrites les 25 et 26 novembre. Je pense que c'est le rythme de l'histoire qui fait qu'elle écrive le nombre de lettres. Vous voyez, ça change par rapport au temps ou sinon au rythme de l'histoire. Vous voulez dire que ça n'a pas une grande importance? Non. Les dates n'ont pas une grande importance. Non. Ah bon, moi je croyais qu'il y avait quelque chose. Mais c'est juste, vous voyez, les vacances d'automne. Oui. La narratrice, elle a profité de ses vacances, de l'absence de son mari et de son enfant pour revenir dans sa chambre. Voilà. Alors effectivement, on va, si vous le voulez bien, arriver au personnage de la narratrice, parce que, donc, la narratrice, qui est en partie vous, mais qui n'est pas que vous, est mariée avec un Hongrois dont elle a un fils, Victor. Et là, on touche un autre sujet important de votre roman, qui est, on va dire, l'immigration, pour faire simple. L'exil. L'exil, voilà. Vous préférez dire l'exil que l'immigration. Et la belle-mère de la narratrice, qui avait, sous le régime soviétique, enfin, l'Union soviétique, renoncé à sa religion, et bien décidé à ce que son petit-fils soit un juif pratique, en tout cas éduqué dans la religion juive, à tel point qu'il met la kippa, qu'il mange kasher, etc. Et la narratrice n'est pas forcément d'accord avec ça, mais en même temps laisse faire. Pourquoi? Je crois dans la lettre, elle a expliqué, elle dit c'est pour avoir la liberté. Donc elle fait le compromis, quoi. Voilà. Donc il faut qu'elle cède un peu pour obtenir ce qu'elle veut. Voilà. Et ce qu'elle veut, c'est sa liberté. C'est ça. Sa propre liberté. Sa propre liberté. Sa liberté de retrouver sa chambre à Pigalle, au dernier étage, 9 mètres carrés, encombrée de cartons. Mais là, elle est une femme libre. C'est ça. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Et donc là, elle va en particulier faire une enquête. Je trouve que je reviens à la liberté. Je pense que c'est très choquant pour mes lecteurs vietnamiens parce que ça ne se fait pas comme ça chez les Vietnamiennes, les femmes vietnamiennes. J'allais en parler après. Mais parlez-nous de ce sujet. Effectivement, c'est très choquant. Oui, c'est très choquant parce que pour les Vietnamiens, vous voyez, la maternité, vous voyez, l'amour maternel, c'est quelque chose, c'est incomparable. C'est au-dessus de tout. Ouais. Et c'est la deuxième fois que j'en parle. Parce que dans mon 4e roman, intitulé Thé a disparu. Thé, c'est comme Tuan, disparu. J'ai touché déjà ce sujet. Donc l'héroïne a disparu dès le début du roman. Ça y est, au début, on croit que c'est pour, je ne sais pas, pour rentrer au Vietnam ou pour faire un voyage. Mais enfin, son mari a compris que c'est juste pour la liberté. Elle se trouve quelque part
pour faire ce qu'elle veut, pour voilà. Et elle a laissé aussi une petite fille à son mari français. Mais je pense qu'elle doit aimer comme toutes les mères, elle doit aimer sa fille. Mais je pense qu'elle a choisi la liberté, sa liberté. Donc, et au Vietnam, vous voulez dire que peut-être la maternité serait plutôt de l'ordre du sacrifice, parce que comme vous dites très justement, on peut tout à fait aimer son enfant en étant une femme libre, et l'aimer très bien, et en lui apprenant peut-être aussi en lui donnant le goût de la liberté. Mais au Vietnam, non, c'est l'enfant d'abord. C'est l'enfant d'abord. C'est le sacrifice total. Total. Absolu. Oui, comme dans d'autres cultures d'ailleurs, on peut le voir. Mais au Vietnam, c'est particulièrement. Et les familles vietnamiennes ont beaucoup d'enfants, ou bien il y a une politique de la natalité qui est plus stricte, comme en Chine par exemple? Si, pendant les années les plus dures de la société vietnamienne, c'était chaque famille, c'est un plan familial. C'est comme en Chine, chaque famille a le droit à 2 enfants seulement. À 2 enfants seulement. Et selon la tradition, c'est le fils qui est l'héritier. Donc après l'échographie pour voir le sexe. On fait des avortements, vous voulez dire? Oui. C'est comme en Inde, comme en Chine. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des sociétés où il manque des femmes. Qui peuvent aller jusqu'à des situations dramatiques épouvantables, comme par exemple en Inde, où une fratrie de garçons épouse une femme qui devient la femme de plusieurs hommes, parce que... donc... Ou sinon, chez les Chinois, maintenant, ils achètent les femmes chez les étrangers, chez les voisins. Il y en a beaucoup Vietnamiens qui vont se marier en Chine. Voilà. Alors, revenons à ce concept de l'exil. Vous dites... alors, je l'avais noté, bien sûr, mais comme je le cherche, je vais le perdre. Vous parlez du mur de Berlin, puisqu'un de vos personnages franchit le mur, et vous parlez de la rivière Bai Dien, qui coupe... Ben Hai. Oui. Ben Hai. Voilà, pardon. C'est le parallèle, 17e parallèle. Le 17e parallèle qui coupe le pays en deux. Est-ce que c'est une métaphore de l'exil? Est-ce que c'est ça l'exil? C'est-à-dire on est coupé en deux? Je pense oui. Vous pensez que oui? Oui, je pense oui. Surtout pour les... vous voyez, pour les exilés qui viennent d'un pays ex-communiste, ce n'est pas un exil comme les Français qui viennent aux États-Unis. Donc, dès qu'on a choisi l'exil, on doit choisir la séparation. On voit peut-être il n'y aura jamais le jour de retour, quoi. Il n'y a pas jamais le retour. Donc, c'est un exil très, très douloureux. C'est pas... Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la ville de Berlin. Oui. Ouais. Donc, à chaque fois, je viens et je vois le mur. Ou ce qu'il en reste. Voilà. Et pour vous, c'est symboliquement très fort. Très fort, oui. Oui. Non seulement pour l'exil, mais aussi pour le... c'est comme la guerre froide, vous voyez, qui sépare la partie... les pays communistes des pays capitalistes. Et vous, peut-être, vous connaissez très bien ce qui se passe en Union soviétique à l'époque. Oui. Parce que de votre côté, ce n'est pas interdit. Mais nous, on ne sait rien de l'extérieur. On ne sait rien du tout. On ne sait rien. Et même, vous voyez, avec la victoire, on dit pour les communistes vietnamiens, c'est la victoire de printemps, ce qui passe en avril 1975. Oui, que vous appelez la séparation. Voilà. Ouais. Et les gens du Nord mettent le pied dans le Sud, à Saigon. Ils ne savent même pas c'est quoi, vous voyez. C'est notre pays, c'est la moitié de notre pays qui est séparé pendant 20 ans.
Mais c'est notre pays, c'est un pays étranger pour nous. Simplement, vous parlez la langue, vous parlez la même langue. Ouais. C'est la seule chose qui vous unit. Mais vos modes de pensée, vos modes de vie, vos modes d'existence sont radicalement, différents. Oui, bien sûr, communisme au nord, capitalisme au sud. Avec dans le nord, c'est l'Union soviétique, dans le sud, c'est les États-Unis. Oui, qui sont précisément les deux grands blocs de la guerre froide. Sans compter toute la propagande. Du Nord, qui parle des horreurs, qui raconte des horreurs sur le Sud, comme quoi les Américains ont tué tous les enfants pour, etc. Donc c'est... Oui. Donc, alors, peut-être qu'on va dire un mot quand même de la narratrice. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous nous racontez cette histoire, en fait, assez banale, mais là aussi au sens non péjoratif du terme, de cette recherche de Madame Tien, qui en français se prononce chien. C'est-à-dire que la narratrice, à un moment donné, reçoit dans sa petite chambre à Pigalle une dame qui arrive du Vietnam, qui ne parle pas du tout le français et qui lui est envoyée pour apprendre le français. Et puis cette dame, du jour au lendemain, ne vient plus parce que son mari ne veut plus qu'elle apprenne le français. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, elle ne vient plus. Et puis la narratrice recroise cette Madame Tien beaucoup plus longtemps après au musée où elle est gardienne du musée. Louvre. C'est le Louvre. Le Louvre, oui, pas de n'importe quel musée, tant qu'à faire, autant être gardienne du Louvre. Ben oui, vous avez raison. Pourquoi se priver ? Et donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire dans cette quête de la narratrice, de retrouver cette femme et d'essayer de comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle fait, pourquoi elle a disparu, pourquoi quand elle a aperçu la narratrice au Louvre, elle a brutalement tourné les talons. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là ? Je pense que la narratrice, en tant qu'écrivain, parce qu'elle écrit... Oui, absolument. Juste pour montrer au lecteur que chaque personnage, c'est un mystère. Il cache quelque chose. Voilà, à l'intérieur, ou bien comme Kundera a dit, je répète l'esprit du roman, c'est l'esprit de la complexité. Chaque roman dit au lecteur que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on croit. Voilà. Donc, vous voyez, mine de rien, elle voit dans tout ce qui se passe autour d'elle quelque chose que les autres ne voient pas. Voilà. Donc, c'est juste, j'aimerais bien, vous voyez, montrer au lecteur ce qui se passe vraiment dans le monde de quelqu'un qui écrit. C'est comme Proust, vous voyez, il est malade, il reste au lit. Et il écrit le monde. Il écrit le monde. Et il écrit le monde. Voilà. Oui. Ça suffit d'observer. Oui. C'est pas la peine de... Oui, c'est ça. Parce que enfin, un romancier, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui explore toutes les possibilités, pas toutes, c'est impossible de toutes, les possibilités de l'existence de ce monde divers et ambigu. Voilà. C'est ça qui vous intéresse, voilà. L'ambiguïté, montrer l'ambiguïté du monde. C'est ça. Et c'est pour ça, toutes les histoires dans Lettre à Mina sont des histoires inachevées, sont des récits sans queue ni tête. Et voilà. Donc, c'est comme ça d'ailleurs que je vois que j'avais noté une question qui était « Votre livre est un kaléidoscope », comme l'a écrit un critique, je dirais aussi un labyrinthe. Vous ouvrez des pistes, mais vous en refermez certaines. Vous nous donnez des clés, mais pas toutes. Et donc, je me demandais quel était votre propos. Est-ce que c'était de nous perdre, ce que je ne crois pas, ou au contraire, nous donner à voir tous les possibles, et pour le coup, nous laisser à nous, les lecteurs et les lectrices,
la possibilité d'imaginer, la possibilité de nous poser des questions. C'est-à-dire, vous ne nous donnez pas un récit tout fait, bien calibré, bien fermé, dans lequel nous n'avons aucune possibilité. Au contraire, vous nous emmenez, alors on suit un personnage, et puis hop, ça se termine. Alors, on brouille les pistes. On brouille les pistes, on fait demi-tour. C'est pour ça que l'idée du labyrinthe m'est venue, ce qui est aussi, le labyrinthe étant une métaphore aussi du monde. Et alors, en vous écoutant, Tian, je me dis, est-ce que vous êtes une romancière ou est-ce que vous êtes une philosophe? Oh, je suis romancière. Vous êtes romancière? Oui. Mais avec une part quand même de... Parce que cette réflexion que vous menez sur l'ambiguïté du monde et cette envie de donner à voir l'ambiguïté du monde, donc d'essayer de la comprendre, vous, cette ambiguïté, pour pouvoir nous en dire quelque chose, me semble presque relever de la réflexion philosophique plus que de la réflexion littéraire, même si j'insiste... Je traduis les mots de Sartre. Ah oui, c'est ça. Vous avez traduit les mots de Sartre, voilà, exactement. En vietnamien. Exactement. Donc c'est vrai, mais vous voyez, la philosophie occidentale, je peux dire ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en France. Oui. Au Vietnam, il n'y en a pas ça. Oui, et j'imagine qu'il n'y avait pas non plus en Union soviétique. Non, c'est ça. Oui. Et pour vous, ça a été bien que les soviétiques aiment... Sartre, Sartre est un grand ami. Mais c'est vrai, il l'avait reçu. Oui. C'est ça, il l'avait reçu. Voilà, mais bon, non, lorsque j'étais en Russie, je n'ai jamais entendu parler de même que j'imagine qu'on ne vous parlait pas beaucoup de Solzhenitsyn. J'ai entendu juste le nom. Vous avez quand même entendu le nom. D'accord, d'accord. Bien, ben écoutez, je crois qu'on va en rester là. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces lettres à Mina, ces magnifiques lettres à Mina que j'invite nos spectateurs, nos spectatrices à lire avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, je les invite à se laisser porter par votre... il faut qu'on perde un petit peu de notre rationalité très cartésienne, très française, pour entrer dans la poésie de votre écriture et cette forme absolument originale, magnifique que vous donnez à votre roman épistolaire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. Merci pour cet entretien.